Bonjour Alain Juppé, vous avez Bonjour, bien merci sûr de été m'accueillir. Premier ministre, longtemps maire de Bordeaux, vous avez occupé les plus hautes fonctions, vous êtes aujourd'hui membre du Conseil constitutionnel, vous publiez L'heure du choix pour une déclaration d'indépendance des Européens, c'est publié chez Talandier, on va en parler dans quelques instants, mais au fond l'heure du choix aujourd'hui on a l'impression que la France est en roue libre, la politique française est en roue libre, là le Cornu, le nouveau gouvernement a échappé à 2 motions de censure, mais on sent bien que rien n'est joué. Comme vous venez de le rappeler, je suis membre du Conseil constitutionnel, ce qui m'oblige à un devoir de réserve et donc je ne vais pas entrer dans la discussion politique. Dieu sait s'il y aurait beaucoup à dire pourtant. Un seul constat sur lequel tout le monde peut être d'accord, je pense, nous ne pouvons plus laisser filer notre dette, au risque de nous créer pour nous-mêmes et surtout pour les générations futures des charges insupportables. Or, il n'y a pas deux façons de limiter la progression de la dette, c'est de réduire le déficit. Et il n'y a pas non plus 36 façons de réduire le déficit. C'est soit de réduire les dépenses, soit d'augmenter les recettes. Voilà quelle équation devant laquelle se trouve aujourd'hui le gouvernement et le Parlement aussi. Mais une réforme des retraites est nécessaire. Ça, c'est une donnée. J'ai essayé en 1995. Vous voyez que c'est une vieille affaire. Donc là encore, c'est au Parlement et au gouvernement de chercher la bonne méthode pour préparer la réforme et ensuite pour la faire adopter. Oui, dans ce livre, L'heure du choix, Alain Juppé, vous dites à un moment, cette dissolution de l'Assemblée nationale, décidée par le président de la République, m'en a rappelé une autre, douloureuse. Et au fond, on a l'impression que l'histoire se répète. Oui, avec des conséquences différentes. Celle de 97 avait abouti à l'arrivée d'une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. Ça n'a pas été le cas la fois dernière. Mais moi, ce que j'essaye de faire dans ce livre, c'est de prendre un peu de recul. Ce qui m'intéresse au-delà de la crise politique que vous évoquez, c'est la crise de la démocratie, parce que c'est la démocratie elle-même en France, la démocratie représentative, qui est menacée pour toute une série de raisons que j'essaye d'analyser. Oui, alors une des raisons qui conduisent aussi par cette crise à une défiance du politique, vous l'analysez. Hein, la participation moins grande, le sentiment des citoyens d'échapper aux décisions, la question ou pas du référendum. Vous abordez un certain nombre de questions, au fond, pour dire la politique doit reprendre sa place. Je parlais de crise de la démocratie représentative. Vous avez évoqué quelques symptômes. Une abstention croissante aux élections. Il y a eu un petit regain en 2024, mais la tendance longue est toujours à la diminution. Un déclin des grands partis politiques qui ont alterné au pouvoir depuis des décennies en France. La réputation détestable des hommes et des femmes politiques, bien sûr. Tout cela n'est pas très sain. Et puis, plus fondamentalement, je crois, une perte des repères de ce qui fonde notre démocratie. Qu'est-ce que c'est que la démocratie ? C'est un régime qui garantit à la fois la cohésion sociale et les libertés fondamentales. Et ceci repose sur 2 principes essentiels, la séparation des pouvoirs et la hiérarchie des normes. La séparation des pouvoirs, nous avons vécu pendant des siècles un système dans lequel c'était le même homme qui faisait la loi, qui dirigeait le gouvernement et qui rendait la justice. Ça s'appelait le monarque absolu. On a fait une révolution pour mettre un terme à ce système. Montesquieu avait une phrase qui résonne encore, « Quiconque a du pouvoir est porté à en abuser ». Il faut donc que le pouvoir arrête le pouvoir. Ça, c'est la séparation des pouvoirs, et notamment l'indépendance de la justice. Et puis de l'autre côté, la hiérarchie des normes, c'est-à-dire qu'au sommet, il y a la Constitution. Et la Constitution s'impose aux législateurs. Elle peut être changée, naturellement, mais uniquement par le peuple souverain qui est le peuple constituant. Voilà les principes qui font que nous vivons aujourd'hui dans un pays de liberté. C'est de plus en plus rare à travers la planète. Et donc, il faut le défendre. Mais vous dites aussi, la démocratie représentative est-elle, au bout du compte, soluble ? Est-ce qu'au fond, elle est menacée, cette démocratie représentative ? Oui, elle est menacée pour toutes les raisons que je viens de vous dire. Et comme l'a dit, paraît-il, un jour Winston Churchill, il y a bien longtemps, la démocratie représentative est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. Qu'est-ce qu'on nous propose à la place ? La démocratie illibérale. Or, si je me rappelle mes souvenirs d'enseignant de français, c'est un préfixe négatif. L'illettré est celui qui est privé de lecture. L'illégitime est celui qui est privé de légitimité. L'illibéral est celui qui est privé de liberté. Et donc le choix, il est là. Est-ce que nous allons redonner à la démocratie représentative qui garantit nos libertés
une nouvelle vitalité? Est-ce que nous allons la régénérer ou est-ce que nous allons dériver vers des régimes autoritaires, pour ne pas dire plus? J'ai été un peu traumatisé par une étude récente que j'ai vue dans un magazine qui s'appelle La Croix l'Hebdo, où de jeunes Français tenaient les propos suivants. En France, on aurait bien besoin d'un Poutine. Trump est à demi fou, mais au moins il agit. Et le suffrage universel, ça ne marche plus. On aurait besoin d'un bon chef militaire à la tête du pays. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est incompatible avec la démocratie de liberté dans laquelle nous vivons et contre quoi il faut lutter. La grande question est de savoir comment. Oui. Et ça signifie aussi la montée des populismes, la montée de la défiance, parfois d'un certain complotisme, même une défiance à l'égard de la justice. Vous en parlez aussi dans ce livre. Au fond, est-ce que les juges outrepassent leur pouvoir ? Je sais bien que même le Conseil constitutionnel est la cible de bien des attaques en ce moment, comme d'ailleurs dans tous les régimes où la démocratie est remise en cause. Donc ce n'est pas très bon signe. Le Conseil constitutionnel et les juges en général, le Conseil constitutionnel applique la Constitution et les juges appliquent la loi. Et ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui fait la Constitution, ce ne sont pas les juges qui font la loi. Donc à chacun sa responsabilité. Oui, mais la justice, est-ce qu'elle a pris le pouvoir? Vous la posez cette question dans le livre. Ma réponse est non. Je prends l'exemple du Conseil constitutionnel. Nous avons du pouvoir au Conseil constitutionnel. Quand nous annulons une loi ou une disposition législative, elle est effacée du droit positif. Et nos décisions sont sans appel. Mais nous ne sommes pas un pouvoir comme le Parlement ou comme le gouvernement. D'abord, nous ne pouvons pas nous autosaisir. Nous ne pouvons nous prononcer que si nous sommes saisis, soit par des parlementaires, soit au terme d'un processus un peu nouveau, par la Cour de cassation ou par le Conseil d'État. Ensuite, nous rappelons souvent dans nos décisions que nous n'avons pas le même pouvoir d'appréciation et de décision que le Parlement. Nous avons, selon l'expression d'un de nos anciens, la gomme mais pas le crayon, c'est-à-dire que nous pouvons effacer une disposition législative, mais nous ne pouvons pas la réécrire. Et enfin, je pourrais donner un exemple précis à propos du gel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie, c'est toujours le constituant qui a le dernier mot. Et lorsque le constituant se prononce, le Conseil constitutionnel s'incline et applique la Constitution. Mais est-ce qu'au fond, la démocratie, vous dites aussi, ça n'est pas la loi de la jungle. La démocratie, c'est aussi des limites. Par exemple, sur les questions de sécurité, sur les questions d'intégration, sur les questions d'immigration, la place des religions, la place de l'islam. Là, cela fera 5 ans que le professeur Samuel Paty a été assassiné. On voit que la démocratie aujourd'hui est dans une situation de fragilité totale. Bien sûr, pas uniquement en France d'ailleurs, parce que cette montée des populismes, ce regain de réputation, si je puis dire, des dictateurs en herbe, on le constate un petit peu partout, en Europe et au-delà de l'Europe, bien entendu, on a tous en tête ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique en ce moment. Voilà, cette dérive, il faut la stopper parce qu'elle nous conduit tout droit vers la dictature. Alors comment faire? J'essaye de tracer des pistes dans mon livre. D'abord, prendre davantage en compte le besoin des citoyens d'être associés aux décisions qui les concernent, y compris au niveau national. C'est la grande question du référendum. Le référendum, vous dites que vous y êtes favorable. On a créé en 2008, à l'occasion d'une réforme constitutionnelle, une procédure qui s'appelle le référendum d'initiative partagée. Partagée entre les parlementaires et entre les électeurs. Ça ne marche pas parce que ça a été tellement compliqué dans son mécanisme que ça ne peut pas marcher. Donc première question, est-ce que oui ou non, on veut rendre au peuple la possibilité de s'exprimer par référendum sur un certain nombre de sujets? Deuxième piste, quels sont les élus aujourd'hui qui gardent une réputation à peu près convenable en France? Les élus locaux, les maires en particulier. Et cela pour 2 raisons, parce que d'abord ils sont proches des gens, et parce qu'ensuite ce sont des réalisateurs. Ils ne se contentent pas de faire des promesses. Ça pourrait se transposer au niveau national, ça? Et non, je pense qu'on peut essayer de transposer ça, évidemment, au niveau national, c'est compliqué, j'évoquais le référendum, mais surtout, on peut faire descendre au niveau local davantage de décisions que celles qui existent aujourd'hui, au profit des élus locaux et aussi peut-être au profit de l'État local. Les services de l'État dans les territoires, je pense en particulier au rôle de coordination du préfet. Puis enfin, je défends aussi une autre idée qui est peut-être un peu plus technique, si je puis dire. Avant de faire une loi nouvelle, et nous savons faire des bonnes nouvelles,
Nous en faisons en permanence en France. Essayons de nous interroger sur les résultats de la loi précédente. C'est ce qu'on appelle l'évaluation. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de faire une nouvelle loi ou est-ce qu'on ne devrait pas s'attacher à faire fonctionner celle qui existe déjà? Voilà quelque chose qui est de nature à rendre confiance aux citoyens, parce que c'est ça le nerf de la guerre, si je puis dire, c'est la confiance dans le processus démocratique. Parce que le sentiment des citoyens, et vous le dites aussi, c'est parfois l'inverse, l'excès de normes, en particulier sur la question de l'environnement, l'écologie, où vous êtes en pointe, Alain Juppé, où l'écologie punitive n'est plus acceptée. Ça, c'est une de mes théories, c'est la théorie du balancier. Quand on envoie le balancier trop loin dans un sens, il revient dans l'autre. Et on assiste à ça en matière environnementale. C'est vrai qu'il y a eu une conception de l'écologie extrêmement radicale, vous dites punitive, où les gens ont eu le sentiment que c'était fait pour, comment aurait dit Pompidou, emmerder les Français. Et ils voulaient que ça cesse. Le balancier revient en sens inverse. Attention, parce que les problèmes subsistent. La dégradation de l'environnement, elle est toujours là. Le dérèglement climatique, il s'accélère. La biodiversité continue à reculer. Donc on n'a pas le choix. Il faut absolument que nous changions notre mode de production, de consommation, de construction de nos villes, etc., etc. À condition de le faire de manière intelligente, progressive et avec l'accompagnement social qui convient pour que les plus fragiles n'aient pas l'impression d'être pénalisés. C'est ce qui a provoqué la révolte des Gilets jaunes, vous vous en souvenez. Je crois que de ce point de vue, il faut changer de méthode, mais il ne faut pas renoncer à l'objectif. Et puis il y a beaucoup d'autres défis qui explique peut-être l'anxiété latente dans nos sociétés. Il y a un défi dont on commence à parler, et à juste titre, c'est le défi démographique. Nos pays européens entrent en hiver démographique. Le taux de natalité en France, le nombre d'enfants par femme en âge d'avoir un enfant est tombé à 1,6. Alors que pour renouveler les générations, il faut être un peu au-dessus de 2. Pendant ce temps-là, en Afrique, dans un pays comme le Niger, le taux de natalité est de 6 enfants par femme. Vous voyez bien qu'il y a là des déséquilibres qui ne seront pas gérables à terme. On ne fera pas un mur sur la Méditerranée si on n'arrive pas à rééquilibrer les niveaux de développement et de qualité de vie entre le Nord et le Sud. Oui, mais si je reprends l'expression de Georges Pompidou, est-ce qu'au fond, les Français ont parfois le sentiment qu'on les emmerde avec des normes, qu'on les emmerde avec l'Europe, que l'Europe, au fond, n'est pas cet instrument, et là, vous consacrez une partie entière de votre livre, évidemment, à l'Europe, que n'est plus cet instrument de libération, cet instrument d'ouverture au monde, mais si, de force. C'est un instrument de protection. C'est un instrument de protection. L'Europe est le seul espace au monde où un certain nombre d'États sont arrivés à faire une monnaie commune. Unique. Qui propose aujourd'hui de sortir de l'euro? Ni Mme Meloni, ni Mme Le Pen. Parce que les Français et les Européens ont bien conscience que dans les turbulences actuelles du monde, l'euro les protège. Et l'Europe continue à faire ce travail de protection. Vous imaginez, 30 secondes, qu'on va pouvoir obliger les grandes plateformes numériques américaines à réguler leur contenu de façon qu'on n'y diffuse pas des contenus terroristes, pédopornographiques, antisémites, etc. Nous allons y arriver tout seuls? Évidemment non. Seule l'Europe peut arriver à édicter un certain nombre de règles qui réguleront ces réseaux sociaux. Oui. Voilà en quoi elle est utile. Alors parfois elle va trop loin, c'est vrai. Et parfois elle est très mal perçue. Parfois, pardon. Elle est très mal perçue aussi. Pas toujours, non. Ça c'est aussi une idée reçue. Les Français critiquent l'Europe, mais ils y sont attachés finalement. Quand on regarde les sondages de fond, eh bien on se rend compte qu'il y a une majorité de Français qui sont bien conscients qu'on ne se tirera pas de nos difficultés tout seul. Ce qui fait notre force, c'est d'être ensemble. Et ça ne nous conduit pas à disparaître. Je dis souvent, en guise de boutade, après 40 ou 50 ans de construction de l'Union européenne, les Allemands sont moins Allemands, les Français sont moins Français, les Italiens sont moins Italiens. Pas du tout. On peut être à la fois Français, et moi je me sens profondément Français. Bien sûr, je suis attaché à notre histoire, à notre langue, à notre patrimoine, à tout ce qui fait la qualité de vie en France. Et en même temps, je me sens européen parce que j'ai bien conscience que face aux défis que nous avons à relever, il faut y aller ensemble. Je pense que vous avez bien conscience qu'aujourd'hui, nous sommes la cible de toutes les attaques en Europe. À l'Est, M. Poutine a une stratégie précise. Il veut installer à Kiev un régime fantoche comme celui qui existe en Biélorussie, en Biélorusse, et d'autre part, disloquer l'Union européenne. Soit nous envoyons des drones au-dessus de nos territoires, soit surtout par les cyberattaques, la propagande, la désinformation, y compris pendant les élections françaises. À l'Ouest,
M. Trump n'est plus un allié réellement fiable. Il parle de l'Europe parfois avec beaucoup de condescendance, de mépris ou d'agressivité, et il laisse planer un doute sur la mise en œuvre de la solidarité Amérique et Union européenne à l'intérieur de l'OTAN. Et puis il y a le Sud global, qui est un agrégat de pays qui n'ont pas grand-chose en commun, sauf la détestation de ce que nous sommes. Voilà où nous en sommes. Oui. Alors, ou bien on se sépare les uns les autres, chacun y va, chacun pour soi, on est sûr de se planter. Ou bien on essaye d'aller un coup plus loin dans une construction européenne qui ne soit pas excessivement normative. Vous avez raison, parfois l'Europe en rajoute. Il faut la freiner là-dessus, Oui, cette espèce oui, de mais monstre enfin, bureaucratique. c'est souvent les États qui en rajoutent. On dénonce en France un phénomène qui est bien connu, c'est la surtransposition. C'est-à-dire que nous recevons une directive ou un règlement de l'Union européenne, nous l'appliquons, mais nous en rajoutons une couche pour être un peu plus sévère ou un peu plus exigeant encore. Donc voilà, ne faisons pas porter tous les péchés à l'Union européenne. Oui, et alors vous publiez dans ce livre, Alain Juppé, une déclaration d'indépendance des Européens, un peu à l'image de ce qu'est la déclaration d'indépendance américaine. Mais non, mais je ne peux pas la lire en entier, mais c'est un texte carrément, on imagine, vous pourriez lire « Déclarons solennellement notre volonté commune d'assurer la souveraineté de nos choix de civilisation, de nous donner tous les moyens de la puissance économique, scientifique, militaire, propre à renforcer notre indépendance et notre sécurité, de placer au cœur de notre action le respect de la dignité de toute personne humaine, sans discrimination d'origine ethnique ou sociale, de sexe ou de religion, etc. etc. » J'ai osé écrire ce texte, c'est un peu ambitieux, je le reconnais. J'ai essayé de m'inspirer de la déclaration d'indépendance des États-Unis, mais j'ai renoncé parce que je l'ai relu, et c'est une longue diatribe contre le roi d'Angleterre. On a oublié que l'indépendance des États-Unis, elle s'est faite comme ça. Bon, donc nous, on est dans un contexte tout à fait différent. Mais l'Europe, aujourd'hui, a le choix entre deux voies. La première voie, c'est la soumission. C'est ce que le président italien, qui est un vieux sage, a appelé la vassalité heureuse. Vassalité, on se met sous la tutelle de ses suzerains. J'allais citer quelques-uns, à l'est ou à l'ouest. On peut être confortable. Hein, ça va être un peu lâche de se planquer, si je puis dire. Ça risque de ne pas durer longtemps et notre prospérité et nos libertés risquent d'en pâtir. Et puis l'autre voie, c'est celle de l'indépendance, c'est-à-dire de la puissance, parce qu'il n'y a pas d'indépendance sans puissance. Puissance économique, on sait ce qu'il faut faire. Le rapport Draghi a écrit une feuille de route que, hélas, on met beaucoup de temps à mettre en œuvre. Puissance militaire, et là, on a des signes contradictoires. D'un côté, une prise de conscience. Avec les déclarations de M. Trump, beaucoup de pays européens se sont rendus compte que le parapluie américain ne serait peut-être pas aussi efficace qu'on le pensait. Les Polonais en sont bien rendus compte. Et tous les pays européens ont décidé d'augmenter, on peut le regretter ou pas, mais enfin, il faut se donner les moyens de se défendre, leur budget militaire. L'Allemagne de façon considérable, la Pologne de façon considérable, la France avec sa nouvelle loi de programmation militaire. Donc ça, ce sont les signes positifs. De l'autre côté, il y a des signes moins positifs, c'est qu'on a beaucoup de mal à se mettre d'accord, par exemple, pour construire l'avion du futur, ce qu'on appelle le SCAF, le système de combat aérien du futur, où chaque pays tire à lui la couverture. Il y a 3 pays qui, théoriquement, se sont mis d'accord pour faire cet avion, la France, l'Allemagne et l'Espagne, sauf que nos industriels voudraient être le chef de file et ne pas livrer leurs secrets de fabrication aux copains. Or, si on n'y va pas ensemble, l'avion, il ne se fera pas. Oui, mais vous dites au fond, Alain Juppé, je reprends le titre de votre livre, hein, l'heure du choix. Parce que là, on sent bien, vous dressez dans ce livre des pistes nombreuses, comme ça, vous dites, voilà, c'est ça. Mais au fond, l'heure du choix, on a l'impression, on a envie de répondre, en fait, on n'a pas le choix. On n'aurait pas le choix. Si on ne décide pas aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer ? Je pense qu'on a le choix de se soumettre. On a le choix d'être réduit, je le répète, à la domination de l'hyperpuissance américaine, et vous avez vu comment M. Trump essaye de l'affirmer, ou des tentatives de déstabilisation de la Russie. Je ne vais pas redire un peu toutes les attaques dont nous sommes l'objet. Donc, si nous ne faisons rien, si nous laissons même disloquer ce qui existe déjà, nous serons réduits à la dépendance. Et ça, moi, je n'en veux pas. Et c'est la raison pour laquelle j'appelle les Européens au sursaut. On a les moyens de le faire parce que le rapport Draghi met aussi en évidence toute une série d'atouts de l'Union européenne et de la France. La France a des atouts considérables malgré ses difficultés aujourd'hui. D'abord, je vais utiliser un mot qui vous surprendra. Le premier atout de la France, c'est la beauté. C'est un pays magnifique.
d'une diversité extraordinaire, un patrimoine, une langue, un patrimoine culturel, etc. Ensuite, un esprit d'entreprise qui reste très vivace. On parle beaucoup à l'heure actuelle d'une petite, ce n'est plus une petite, d'une entreprise moyenne française qui est en train de défier les grandes plateformes américaines du numérique. Ça s'appelle Mistral. Si vous allez consulter un robot conversationnel, vous avez le choix entre ChatGPT et je recommande aussi un autre robot qui s'appelle le Chat. C'est cette entreprise Mistral qui l'a mis en ligne et qui vient de lever aujourd'hui 1 ou 2 milliards d'euros sur les marchés, ce qui prouve qu'elle existe. Donc l'esprit d'entreprise, l'excellence intellectuelle aussi. C'est la 3e personnalité française qui récolte un prix Nobel depuis 15 jours ou 3 semaines. Le dernier en date étant dans l'économie, il y a eu un en physique aussi, si je me souviens bien. Donc voilà, la France a des atouts, l'Europe a des atouts. Si nous nous mettons d'accord pour les jouer, nous pouvons construire cette puissance qui nous garantira l'indépendance, non pas contre les autres. Ce n'est pas une puissance agressive que nous voulons construire, c'est une puissance de paix, mais une puissance qui se fait respecter. Merci beaucoup Alain Juppé. Ça s'appelle donc L'heure du choix pour une déclaration d'indépendance des Européens. C'est votre nouveau livre donc, qui est publié chez Talandier, un essai revigorant en tous les cas. Merci beaucoup. Et si vous me permettez, mon dernier mot, c'est espérance. Oui. Pourquoi? Parce que c'est un mot essentiel. C'est un mot absolument essentiel et une personnalité pour qui j'ai beaucoup de respect disait un jour « Ne cherchez pas des raisons d'espérer, l'espérance est un devoir. Nous avons le devoir d'espérer et c'est le langage que je tiens à mes jeunes publics. Je vais vous faire une confidence, ils l'apprécient, ils ont envie d'entendre ça. » Merci beaucoup. Alain Juppé était notre invité aujourd'hui. Merci Monsieur Juppé. Merci.